Donc pour tenter de comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir en matière de formation à faire se rencontrer le cinéma et l'archéologie, sans doute n'est-il pas inutile en ouverture de souligner combien le paradigme archéologique a connu une expansion remarquable depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous sommes tous des archéologues, écrivait en 2005 l'archéologue Cornelius Soltorff. Cette affirmation, quelque peu provocatrice et qui n'est pas sans faire résonner à nos oreilles de chercheurs en cinéma, la formule de François Truffaut, tout le monde a deux métiers, le sien est critique de cinéma, premier des échos entre l'archéologie et le cinéma que nous tisserons ici. Cette formule donc a surtout le mérite de focaliser l'attention sur une forme de capillarité de l'archéologie qui semble vouloir désormais excéder ses frontières naturelles disciplinaires. On assiste aujourd'hui à une démocratisation de l'archéologie que traduit la notion récente de public archaeology, qui désigne les actions de la profession pour une présence accrue de l'archéologie dans l'espace public. Cet élargissement procède à la fois d'une réflexion interne à la discipline sur le rôle social, culturel, politique de l'archéologie et d'un mouvement de société caractérisé par un engagement accru en faveur du patrimoine et de l'héritage culturel. Dans le champ du cinéma, la vogue qu'on a pu connaître un temps aussi bien du côté du public que de la recherche académique pour les heritage films ou les fictions patrimoniales en est un exemple. C'est qu'il y a, pour le dire avec Michael Shanks, des, je cite, manières archéologiques de regarder et de penser les choses. On peut avancer que ces manières s'enracinent dans l'élaboration de la modernité occidentale. L'archéologue Julian Thomas, suivant la proposition de Frederick Jameson, selon laquelle l'opposition profondeur-surface a été le signe distinctif de la modernité, souligne que l'archéologie a été partie prenante du développement d'un depth thinking, incarnant littéralement la mise au jour de vérités enfouies. Elle a, je cite, fourni une métaphore puissante à d'autres domaines de pensée, fin de citation, dont la théorie psychanalytique freudienne est le cas le plus évident. Il est clair, en tout cas, que d'autres disciplines font de l'archéologie d'une manière ou d'une autre. Cette phrase figure dans l'introduction à The Archaeology of the Contemporary World, et ici s'énonce le constat justement d'un passage des frontières disciplinaires du geste, entendu au sens large, archéologique, qui a invité et qui nous invite encore à mettre en regard des domaines qui usent de ce même geste, fusent de manière différente, et même c'est précisément ça qui nous intéresse. Le projet ICAR, sur lequel nous allons revenir, et la volonté de conjoindre archéologie et cinéma pour proposer un prototype de formation dont on va explorer les grandes lignes, trouvent sans doute leur origine là. Il nous semble important de souligner encore que l'archéologie n'est plus tout à fait la science des choses anciennes, comme le disait l'étymologie du terme, archaios logia, et en tout cas plus, comme ce fut le cas lors de son institution à l'époque moderne, pour créer une distance avec le passé. C'est qu'il y a une dimension interprétative inhérente à l'archéologie, de plus en plus envisagée aujourd'hui sous ses aspects créatifs, poétiques, rhétoriques ou encore performatifs. On peut lire ainsi dans Interpreting Archaeology, mettre en avant la créativité de l'archéologue qui interprète revient à considérer l'archéologie comme un mode de production du passé. La tentation est grande alors de déceler un acte de création dans la démarche archéologique et on voit combien s'ouvre ici une porte pour mobiliser les apports de l'archéologie dans des modules de formation orientés recherche-création. Nous ne faisons que suivre en cela Michael Shanks qui déploie l'idée féconde d'imagination archéologique. L'imagination archéologique est créative et productive. Recréer le monde derrière la ruine, réanimer les personnes derrière le tesson de poterie antique, un fragment du passé, tel est le travail de l'imagination archéologique. Une impulsion créatrice et une faculté au cœur de l'archéologie, mais également ancrée dans de nombreuses dispositions culturelles, discours et institutions communément associées à la modernité. L'imagination archéologique est enracinée dans une sensibilité, un ensemble d'attitudes omniprésentes à l'égard des traces et des vestiges de la mémoire, du temps et de la temporalité de la trame de l'histoire. Bien sûr, l'affirmation de l'archéologie comme processus créatif n'est pas sans danger, puisqu'elle fait peser sur la science le soupçon de la fiction. L'archéologie, parce qu'elle plonge dans le temps profond, qu'elle fait parler des objets à partir de traces infimes, qu'elle fait apparaître ce qui était invisible,
et peut-être la science qui trouble le plus la partition entre la raison et l'imagination. Mais c'est aussi ce qui retient toute notre attention, parce qu'elle partage ainsi avec le cinéma la tension entre évidence indiciaire et virtualité d'une présence. Alors, le projet ICAR, porté par Anne Violaine au sein du LabEx Les Passés dans le Présent, consiste à interroger les articulations qui sont existantes ou à inventer entre le cinéma et l'archéologie, à la fois du point de vue historique, esthétique et théorique. Donc, c'est un vaste projet de recherche internationale qui se déploie notamment autour du concept d'invention qu'elle a élaboré à partir de l'archéologie. Et appliqué au cinéma, ce concept interroge la manière dont il met au jour à son tour et informe des éléments du passé antique, histoire, mythes, objets et sites. Ce faisant, il s'agit d'envisager ce qu'il a en partage avec l'archéologie, comment il met en œuvre, à sa manière, des formes d'archéologie qui éclairent son rapport à l'espace, au temps, à l'histoire, à sa propre histoire, à la matière et à sa propre matérialité, au corps, à la fiction, et donc ce que l'archéologie, ses méthodologies et ses théories peuvent nous dire du cinéma, et plus globalement des images cinéphotographiques. Car ce qui fascine, en tout cas ce qui nous fascine dans l'archéologie, avec l'archéologie comme avec le cinéma, c'est cette dialectique de l'absence et de la présence. Tous deux semblent autoriser l'irruption dans le présent d'un passé soudain manifeste, visible, voire tangible, offrant la possibilité d'un rapport immédiat avec des êtres disparus. Tous deux dénoncent pourtant cette évidence comme illusoire, cette présence comme virtuelle, fantomatique, et l'on connaît le texte de Maxime Gorky, racontant la projection du cinématographe Lumière. « Hier soir, j'étais au royaume des ombres, pas la vie, mais l'ombre de la vie, pas le mouvement de la vie, mais une sorte de spectre muet. Ainsi, le rapport de l'inanimé au vivant, de l'absence à la présence, du fragment à la totalité, d'un ensemble lacunaire à sa reconstitution, les concerne évidemment tous les deux. » Alors ICAR, le projet ICAR, a également été pensé dès l'origine pour connaître une extension sous la forme d'un atelier pédagogique d'expérimentation et de recherche-création, en tout cas c'est comme ça qu'on l'avait conçu au départ, et les rapprochements et les croisements épistémologiques et conceptuels entre archéologie et cinéma invite en effet à penser des modalités d'apprentissage et des pratiques structurées autour des gestes et des problèmes que le cinéma et l'archéologie peuvent avoir en partage, chacun à leur manière évidemment. C'est bien la délimitation d'une zone de rencontre productive qui sert de socle à la formation pour ensuite donner une grande liberté aux gestes de création qu'elle génère. Ce qu'il faut rajouter, c'est que portés par deux enseignants-chercheurs en cinéma qui n'ont pas fait intervenir d'archéologues dans ce cadre de formation, il faut ajouter que la rencontre est déséquilibrée et qu'il s'agit très consciemment d'aborder des questions du cinéma informées par les apports et le savoir de l'archéologie. Alors ces gestes et ces problèmes partagés, quels sont-ils ? D'abord cette dialectique entre absence et présence. Le geste qui consiste à mettre au jour archéologie et à révéler cinéma invite les étudiants à réfléchir à la dimension archéologique et stratigraphique des images de cinéma, à penser la manière dont le cinéma rend sensible ce qui resterait sans doute invisible sans lui. C'est une attitude archéologique face aux images qu'il s'agit d'adopter. C'est se situer ici dans le sillage de Deleuze, qui analyse combien l'image visuelle peut devenir archéologique, stratigraphique, tectonique, et parle ainsi du cinéma des Straub, paysage stratigraphique, vide et lacunaire de Straub, où les mouvements de caméra, quand il y en a, notamment les panoramiques, tracent la courbe abstraite de ce qui s'est passé, et où la terre vaut pour ce qui est enfoui, la grotte d'Othon, où les résistants cachaient leurs armes. Dans une perspective d'apprentissage, cette attitude archéologique face aux images suppose l'acquisition d'une terminologie qui peut conduire à envisager le cinéma à partir du lexique archéologique. Invention, bien sûr, invention, que nous avons déjà évoquée, sur lequel on va revenir, fouille, mise au jour, stratigraphie, sondage, etc., sont autant de termes qui ouvrent des perspectives dans la manière même d'envisager l'objet film. D'une certaine manière, il s'agit de renverser la posture de Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej quand ils parlent en termes cinématographiques des carottages qui servent de matériaux de base à leur installation time capsule.
Ces carottages sont en effet pour eux leur rush, qu'il s'agit de monter pour exposer les discordances, unconformities, historiques et temporelles que les enfouissements et les brassages géologiques ont pu produire. C'est à l'inverse, en considérant comme une opération de fouille la recherche des bons rushs pour la composition d'un film, en voyant les moments de tournage comme l'arrivée et l'installation sur un site qui joue un rôle fondamental dans ce qui va être mis au jour par les images, pour s'en tenir à ces deux exemples théoriques, qu'une éducation aux images cinématographiques peut prendre des chemins assez peu balisés, pensons-nous. Dans un cadre de formation muni de cette attitude archéologique et de ce vocabulaire, ce qu'on peut espérer, c'est aussi une sorte d'exacerbation de la sensibilité à la matière des images et des sons, la matérialité des traces, du mobilier archéologique exhumé et étudié, peut être appréhendée en termes visuels et en termes de représentation. Ainsi, la paléontologue Claudine Cohen écrit à propos des traces qui sont des indices d'une présence passée, qu'elles représentent, sans s'identifier à eux, les êtres qui ont vécu jadis, que les empreintes livrent les seules images vraies que nous ayons des hommes de la préhistoire, qu'elles sont des instants de vie solidifiés. L'empreinte est fortuite, elle traduit la vie, elle trahit l'individu, elle est la trace même du mouvement. Dès lors, pourquoi, sous l'impulsion de l'archéologie, ne pas tenter de voir dans les images et les sons du cinéma une matière dont la dimension analogique ne serait plus première, dont la tessiture, la granularité, les accros, les fissures, les accidents sont d'abord ce qui nous sollicite. Michel Sion, on le sait, après Pierre Schaeffer, a pu faire la promotion d'une écoute réduite qui se porte sur les qualités et les formes propres du son, indépendamment de sa cause et de son sens. C'est sans doute à une extension de cette disposition perceptive, non plus cantonnée au seul son, mais projetée sur l'ensemble des compositions audiovisuelles qu'invite le dialogue entre archéologie et cinéma. Dans un atelier de formation basé sur les conjonctions intersectorielles entre archéologie et cinéma, c'est enfin une dimension d'évocation au service de l'imagination archéologique qui peut être mise en œuvre. Il s'agit bien, devant un site antique par exemple, d'évoquer ce qui est à jamais perdu devant les ruines ou dans les ruines, la vie, les sons, un monde, mais dont les vestiges sont pour ainsi dire les médiateurs intellectuels et émotionnels. Non pas reconstituer pour se laisser à croire qu'une plongée dans le passé saisie dans une illusoire intégrité est possible, mais rendre compte au présent de ce que les objets de l'archéologie font monter en nous. On pourrait évidemment pointer bien d'autres gestes et problématiques que les rapprochements entre archéologie et cinéma fait naître, mais les éléments mis en évidence suffisent à montrer, enfin en tout cas on le pense, combien il s'agit ici de s'inscrire dans une démarche éducative expérimentale et si possible transformative. Faire émerger des apprentissages à la croisée des sciences et des arts, où les savoirs et les pratiques sont décloisonnés, c'est commencer par faire acte d'indiscipline. Expérimenter avec un esprit indisciplinaire, c'est par là que peuvent naître les germes de la transformation, manière aussi de faire l'éloge de l'impureté et de l'invention. Ajoutons, avant de présenter concrètement mais rapidement notre atelier de recherche-création, que l'épistémologie contemporaine de l'archéologie n'est pas sans intérêt pour penser la question de la transmission d'un savoir. Invention, disions-nous, en quelques mots, nous gagnons à envisager les étudiantes et étudiants comme des inventeurs, car c'est par là ouvrir l'espace du cours à un type de relation qui ne soit pas pensé en termes de restitution de la recherche ou de diffusion des résultats. Terme qui implique un processus de transmission linéaire et unidirectionnelle d'un ensemble de connaissances et d'un savoir clos, acquis, formé en amont par des chercheurs. Comme le dit le livre 5 du Code du patrimoine français, qui concerne l'archéologie, l'inventeur est le découvreur d'un site ou d'un objet enfoui ou affleurant à la surface. Heinrich Schliemann est l'inventeur de Troie. Or, dans la majorité des cas, l'inventeur a cherché, désiré, s'est rendu disponible à la découverte de ce qui est là, des traces ou des vestiges, le plus souvent sous les yeux de tous, mais que seul un regard actif a permis de mettre au jour pour pouvoir enfin le propulser dans le champ ouvert et mutant du savoir. C'est là un constat, l'étudiant risque de ne même pas voir les objets qu'on lui apporte, s'il se promène passivement dans l'espace-temps du cours, s'il n'est pas un peu inventeur. D'autre part, ce que dit aussi le terme d'invention, et que l'épistémologie de l'archéologie théorise depuis au moins l'archéologie post-processuelle des années 70-80 et depuis ce champ récent qu'est l'archéologie du présent, c'est que le geste de mise au jour est aussi indissolublement mis en forme.
Laurent Olivier, en mobilisant Walter Benjamin, en arrive à redéfinir toute l'archéologie comme archéologie du présent, non seulement parce que le passé n'existe que dans sa matérialité présente, mais parce que le présent est le lieu technologique, cognitif, interprétatif, depuis lequel il est abordé et donc informé. Penser la transmission, la restitution, la diffusion des connaissances à l'aune de l'invention met l'accent sur la dimension constitutive générée par le processus. Un objet d'étude, des connaissances, des résultats d'une recherche prennent forme dans le processus même de leur réception, mais le terme est inadéquat, dans le processus même de leur invention par les étudiantes et étudiants. Faire d'eux des inventeurs, c'est revendiquer qu'ils découvrent un objet d'étude, un ensemble de connaissances qu'on leur apporte et qu'ils l'informent dans le même temps, manière de dire qu'ils se l'approprient, qu'ils les font vivre, évoluer, muter, circuler. Invention is both finding and creative power, écrivent les archéologues Michael Shanks et Jan Hodder dans Interpreting Archaeology. C'est cette dimension performative de la recherche et du travail scientifique de l'archéologue qui nous intéresse, alors même que l'archéologie est peut-être intuitivement dans l'imaginaire commun l'une des sciences et des disciplines les plus positives, ces objets étant des restes matériels, concrets, visibles et tangibles, à haute teneur d'évidence. En ce sens, proposer un atelier de recherche-création, c'est inciter les étudiants à éprouver cette part de créativité appelée par leur situation d'apprenant-chercheur. C'est pourquoi, plutôt que de recherche-création, c'est peut-être plutôt de recherche appliquée qu'il nous faut parler à propos d'un atelier, c'est celui qu'on a fait, donc celui qu'on présente, qui ne se situait pas dans une démarche de recherche telle que peuvent l'engager les étudiants en master ou doctorat de recherche-création, c'est-à-dire conception d'une œuvre et théorisation de la conception, mais dans une perspective d'apprentissage, pédagogique, didactique, débouchant cependant sur des propositions créatives. Quand la recherche-création mêle intimement théorisation et création, la recherche appliquée naît plutôt d'une proposition théorique pour s'inscrire dans un processus débouchant sur une pratique de conception et de création. Concrètement, on est parti pendant une semaine à Arles, ville célèbre pour la richesse de son patrimoine antique et où se trouve aussi l'École nationale supérieure de la photographie. Coïncidence, peut-être pas tout à fait hasardeuse, qui en tout cas fait sens pour nous. Des étudiants de 3 formations de recherche ont travaillé ensemble, favorisant ainsi un partage de compétences, donc, notamment des étudiants du Master IMAX. Et l'atelier a été mené en collaboration avec un artiste et un photographe, Tadashi Ono, et un ingénieur du son, Frank Hirsch, enseignant à l'ENSP. Le plasticien et cinéaste Khalil Jorej est aussi intervenu en tant que consultant. Les étudiants ont collaboré par groupe de 3 sur 6 sites antiques de la ville, les thermes de Constantin, les arènes, le théâtre antique, ça va un peu vite, les Aliscamps, les cryptoportiques et le musée départemental Arles antique, site antique si l'on est. L'enjeu était de susciter des expérimentations audiovisuelles à partir d'une absence, car il est un élément du passé antique qu'il est impossible de mettre au jour, le son. En se promenant dans les arènes d'Arles, on a le sentiment de voir des vestiges que les contemporains de Tibère ou de Constantin ont vus, même si on ne les verra jamais comme eux, autant pour des raisons objectives d'évolution du monument que d'historicité des sens. On a le sentiment de pouvoir toucher les gradins sur lesquels ils se sont assis, mais on n'entendra jamais, à moins d'hallucinations auditives, que les voix des touristes, les bruits de pas des visiteurs sur la pierre, les sons de la ville environnante. C'est la problématique qui a été au centre de l'atelier, doublée d'une notion qui s'est imposée dans la préparation de l'atelier, celle d'évocation, dont nous avons déjà signalé l'intérêt. Il s'agit bien d'une question sonore, d'une question de voix, ex vocare, qui s'articule à un phénomène de rappel du passé dans le présent, d'apparition, puisque l'évocation est originellement la pratique qui consistait à appeler les morts, les ombres, pour les ramener dans le présent, pour les faire apparaître. C'est la raison pour laquelle l'atelier s'est intitulé « Évocation antique, photographie, sound design, cinéma ». Comment, en arpentant un site archéologique, imaginer les sons du passé ? Et comment chercher à transcrire ce qu'ils évoquent en nous ? Que disent les statues ? Quels sons suscitent les mosaïques ? Y a-t-il des traductions sonores d'une nécropole ? Comment le son peut-il faire revenir l'Antiquité ? Ou à l'inverse, qu'est-ce que l'impossibilité d'entendre véritablement entre guillemets, le passé amène à raconter ?
Alors donc c'est armé de ces questions que les étudiants ont regardé, écouté, arpenté, détaillé et en quelque sorte habité et éprouvé les sites antiques pendant plusieurs jours et même la nuit. Après un lancement d'ateliers théoriques, esthétiques et techniques, les invitant à partager le rapport à l'antique de certains cinéastes, Fellini, Rossellini, Jean-Daniel Paulet, Resnais, Varda, à comprendre certaines particularités du fonctionnement du contrat audiovisuel et à s'initier à la prise de son. Rétrospectivement, on peut dire que ce sont intellectuellement des gestes archéologiques qui ont guidé le travail de conception des objets audiovisuels, en assumant évidemment le caractère métaphorique de ce que nous avançons. À savoir, une arrivée sur un site et des repérages, des fouilles et des sondages virtuels à travers des prises de vue et des prises de son qui sont conçues comme des excavations pour exhumer et inventer un mobilier visuel et sonore, et enfin, un assemblage, montage des éléments sélectionnés, afin d'aboutir à des compositions audiovisuelles, des propositions interprétatives narratives dont il nous a frappé combien certaines pouvaient faire penser à des sortes de mosaïques temporelles. Nous souhaitons évidemment examiner, vérifier, discuter et peut-être prolonger ces analogies dans la seconde session de l'atelier, qui se tiendra en mars 2024, en faisant cette fois intervenir un archéologue vraiment au sein de l'atelier. En une semaine de travail, 6 petits essais filmiques d'environ 5 minutes ont ainsi été réalisés, avant d'être présentés et projetés lors de la restitution finale de l'atelier dans le grand auditorium de l'ENSP. Et nous vous mettons là les groupes qui ont travaillé et les noms des étudiantes et des étudiants. Alors on l'aura compris, la ligne de fond de l'atelier était l'archéologie du présent. Les sites archéologiques n'existent qu'au présent, et l'image photofilmique, célébrée à sa naissance comme l'art du présent, l'outil même d'une captation de l'instant, pouvait se faire le médium privilégié d'une exploration de ces lieux. Ainsi, l'atelier articulait 3 enjeux, théorique, artistique et patrimonial. Très rapidement, d'un point de vue théorique, il s'agissait de prolonger les interrogations sur la nature de l'image photofilmique en tant qu'outil de captation de l'instant et d'enregistrement du réel, en reposant la question non plus depuis l'image, mais depuis le son. D'autre part, l'épistémologie de l'archéologie sait que le passé n'existe que saisi par le présent et immédiatement informé dans et par des constructions narratives. L'enjeu était donc aussi de susciter des propositions d'écriture originales qui permettent de réfléchir sur la part de fiction dans la saisie du passé, ou réfléchir la part de fiction dans la saisie du passé. Enfin, il s'agissait de susciter, par la création, une réflexion sur la perception souvent figée de lieux dont les institutions patrimoniales peinent parfois à rendre sensible la présence et la contemporanéité. Ainsi, en faisant se rencontrer l'imagination archéologique et cinéma dans le cadre d'un atelier de recherche appliquée, c'est finalement l'écho de la magnifique formule de Fellini que nous avons tenté de faire résonner pour en ressaisir la force productive. L'Antiquité n'a peut-être jamais existé, mais il ne fait aucun doute que nous en avons rêvé. Merci beaucoup.